Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une actualité brûlante impliquant Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a récemment critiqué sévèrement le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout en louant le président américain Donald Trump. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les relations internationales sont en constante évolution. Les déclarations des figures politiques influentes, comme Maria Zakharova, jouent un rôle crucial dans la dynamique diplomatique mondiale. Les critiques de Zakharova envers Zelensky. Maria Zakharova a réagi avec ironie aux propos de Volodymyr Zelensky concernant une conversation avec Donald Trump sur un plan de victoire. Elle a suggéré que Zelensky devrait envisager de discuter avec Elon Musk d'un vol vers Mars, insinuant ainsi que ses aspirations sont irréalistes. Par ailleurs, Zakharova a exprimé son appréciation pour l'approche de Donald Trump en matière de politique étrangère, notamment sa stratégie de paix par la force. Elle considère que cette approche pourrait rapprocher une paix juste en Ukraine. La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine a suscité des réactions contrastées à travers le monde. En Russie, cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme, tandis que d'autres nations européennes adoptent une attitude plus réservée. Les déclarations de Zakharova reflètent la position de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et des États-Unis. En critiquant Zelensky et en louant Trump, elle souligne les tensions persistantes entre Moscou et Kiev, tout en exprimant l'espoir d'une amélioration des relations avec Washington sous la présidence de Trump. En ce qui concerne Donald Trump, vous savez, il y a une chose qui m'a vraiment réjoui. J'ai toujours dit, en répétant ce que disent la direction russe, le président de la Russie et le ministre des Affaires étrangères de notre pays, que cet homme est un président américain. C'est un citoyen des États-Unis. C'est le choix du peuple américain. Ce sont eux qui décident, évaluent et prennent les décisions appropriées. Nous jugerons sur des actions concrètes et prendrons nos décisions en conséquence, en fonction des réalités que nous verrons. Il y a beaucoup de déclarations. Nous avons entendu des déclarations de Washington à différentes périodes de l'histoire, à la fois agressives et coopératives. Parfois, ces déclarations étaient soutenues par des faits spécifiques. Parfois, des faits spécifiques contredisaient les déclarations. Donc, nous partirons des actions concrètes, des étapes concrètes que nous rechercherons. Mais concernant Trump en tant que citoyen, en tant que personne, j'ai vraiment été très heureux qu'il ait dit qu'il ferait tout pour rétablir la législation américaine qui établirait qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Je comprends que certains diront probablement que ce n'est pas si important, que l'économie, la finance, le développement sont beaucoup plus importants. La situation aux États-Unis est très difficile à cet égard. Après tout, il y a 36 ou presque 37 trillions de dollars de dette publique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les États-Unis ne rendront jamais cet argent à ceux à qui ils doivent. C'est une situation très difficile, et elle devra être résolue un jour. Je pense que cela sera résolu, malheureusement, de manière très difficile, de manière très douloureuse. Vous comprenez parfaitement bien que si un débiteur ne peut pas rembourser sa dette, il n'y a pas de scénario positif. Les États-Unis ne pourront jamais rembourser la dette qu'ils ont accumulée au fil des années. Il y aura une issue. Elle sera douloureuse. Mais à mon avis, malgré le fait qu'il y ait tant de questions urgentes à l'ordre du jour des États-Unis, cette question est extrêmement importante, car pendant tant d'années, les citoyens américains ont été trompés. Pendant tant d'années, leurs propres politiciens les ont rendus idiots, leur disant qu'il y avait un troisième sexe. Ils l'ont même écrit dans leur passeport, qu'il y avait des dizaines incroyables, et maintenant des centaines, de sexes, et toute une génération s'est déjà formée. Ou peut-être même plus d'une génération de personnes, je parle des citoyens américains, qui croient sincèrement qu'en plus des hommes et des femmes, il existe des non-binaires, des individus quadridimensionnels et tout le reste. C'est une mentalité complètement différente. C'est une philosophie différente. C'est une perception déformée et fausse du monde entier et de soi-même. Et le fait qu'il ait annoncé qu'il travaillerait dans cette direction, vous savez quelle est la profondeur du problème qu'il signe? Cela ne signifie pas qu'il résoudra immédiatement la question, mais qu'il commencera simplement à travailler. Donc, d'une part, cela inspire de l'optimisme, car cet agenda ultralibéral de destruction de l'humain pourrait cesser de dominer, lorsqu'ils ont dit que les enfants naissent sans sexe et acquièrent un sexe avec l'âge. D'autre part, cela met encore une fois en lumière la profondeur de la crise. C'est une crise civilisationnelle pour tout le monde occidental. Donc, vous voyez, il y a cette ambivalence, mais déjà, vous savez, cela semble assez révolutionnaire pour eux. Écouter Zelensky comporte des risques pour deux raisons.
Premièrement, il est fou. Ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une tentative d'insulte. C'est un fait. Il n'est pas un être humain rationnel. Il est constamment sous l'influence de drogue. Ne tournons pas autour du pot. Il est un toxicomane de longue date. Il est ivre de son pouvoir sanglant et de ses ambitions. Il est esclave de l'ambition, des drogues, et de la situation dans laquelle il est manipulé. La deuxième raison pour laquelle l'écouter est dangereux, c'est que son mandat est expiré. Il est en dehors de tout cadre juridique de son mandat. Même en Ukraine, il y a un débat sur son statut. Qui est-il? Son mandat présidentiel est terminé. Comment définir son statut légal? Il n'arrive même pas à le définir en Ukraine. Il n'y a pas de consensus. Certains disent une chose, d'autres une autre. Un autre problème important est qu'il contredit constamment ses déclarations précédentes. Chaque jour, il ne peut s'empêcher d'insulter même ses alliés, ses guides et ses sponsors. Même eux sont insultés par lui. Les mots qu'il utilise sont complètement inappropriés. Ses déclarations sont auto-contradictoires. Donc, je pense que discuter avec Zelensky, ou même tenter de trouver une logique dans ses propos, est non seulement extrêmement naïf, mais aussi dangereux pour les raisons que j'ai mentionnées. Maintenant, concernant la perspective d'une résolution pacifique. La Russie a toujours privilégié une résolution politique et diplomatique. Nous l'avons dit à chaque étape. La situation actuelle en Ukraine n'a pas commencé en 2022. Tout a commencé en 2013, 2014. Et ses racines remontent encore plus loin, au début des années 2000. Si l'on se concentre uniquement sur l'histoire récente de l'Ukraine, une série de coups d'État orchestrés par des figures occidentales, utilisant la méthode des révolutions colorées, a mené à l'effondrement de 2004. C'était le soi-disant premier Maïdan. Et qu'était-ce? C'était une révolution colorée financée par de l'argent occidental et soutenue par des politiques occidentales. Des ministres des Affaires étrangères occidentaux et des services de renseignement ont été impliqués pour fournir une coopération directe au coup d'État. Il y a eu le deuxième Maïdan de 2013, diffusé en direct, avec la participation des dirigeants de l'UE, de l'OTAN, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Pologne, bien sûr, et des États baltes. Surtout, ils ont utilisé toute la panoplie de l'OTAN. Après le coup d'État anticonstitutionnel de 2013 à 2014, la situation a dégénéré en un conflit civil pendant près d'une décennie. Pendant 8 ans, pour être précis, la Russie a proposé diverses options pour une résolution pacifique, tant en Ukraine qu'autour de ses frontières. Les accords de Minsk 1 et 2 ont été élaborés, mis par écrit et inscrits dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Un ensemble de mesures de mise en œuvre a été proposé. Des formats spéciaux ont été mis en place, comme le format Normandie et d'autres, pour éviter ce scénario sanglant. Cependant, une série de provocations de la part des acteurs occidentaux, comme les exercices militaires ou l'approvisionnement en armes pour l'Ukraine, et leur refus, qu'ils ont plus tard admis, de mettre en œuvre les accords de Minsk. Merkel et Hollande ont ensuite déclaré qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de mettre en œuvre ces accords, ce qui signifiait que le régime de Kiev ne les mettrait pas en œuvre non plus. Tout cela a conduit à un effondrement et à une dégradation, aboutissant à ce que le monde entier subit aujourd'hui. Je dis le monde entier pour une raison. La situation autour de l'Ukraine a eu un impact sur de nombreuses choses. La sécurité et la coopération en Europe sont en ruine. Les mécanismes de coopération européenne, comme l'OSCE, ont été paralysés. Les agendas des organisations internationales ont été ukrainisés. La sécurité énergétique a été compromise à cause des bombardements sur Nord Stream 1 et 2, des dommages environnementaux considérables. Un préjudice énorme au développement a été causé par l'attaque terroriste de Nord Stream et tous les combats. Bien sûr, les Serbes savent mieux que quiconque ce que peuvent faire les munitions à uranium appauvri. Et en ce moment, ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne qui fournit ces armes au régime de Kiev, elles sont activement utilisées. Il y a beaucoup de choses que je pourrais mentionner, et tu les connais toutes. Ils plantent des mines dans nos eaux. Ils mènent des attaques terroristes incessantes contre les infrastructures civiles russes et parfois même contre les infrastructures ukrainiennes, car Kiev ne se soucie pas des vies humaines. Cela a eu un impact sur la situation mondiale. Et même en 2022, la Russie a répondu positivement à la proposition de Kiev de négocier. Les négociations ont commencé mais ont été sabotées par le Premier ministre britannique Boris Johnson au printemps 2022. Puis, à l'automne de la même année, Zelensky a émis un ordre spécial interdisant toute négociation de paix avec la Russie sous la pression de l'Occident. Ce sont tous des faits bien établis aujourd'hui. Les puissances de l'Occident l'ont admis ouvertement, et les responsables de Kiev ne le cachent pas non plus. Et pourtant, pendant toutes ces années, la Russie a fait preuve de bonne volonté. Mais les violations des droits des habitants du sud et de l'est de l'Ukraine,
qui étaient alors des citoyens ukrainiens, étaient tellement monstrueuses. Nous avons vu la montée du nationalisme et du néonazisme, la résurgence du collaborationnisme de la Seconde Guerre mondiale, alors que le régime de Kiev interdisait à la population d'utiliser le russe comme langue maternelle, réécrivait les programmes scolaires, annulait les héros de guerre et les remplaçait par des anti-héros. Ce n'est pas une histoire ancienne, qui vit dans des légendes oubliées. C'est la Seconde Guerre mondiale et ses héros qui ont libéré les villes ukrainiennes des nazis. Les régimes ont vandalisé leurs tombes, détruit leurs mémoriaux, et à la place, ils ont érigé des monuments aux collaborateurs de guerre qui non seulement ont travaillé pour le Troisième Reich mais en ont été des membres actifs, comme Bandra et Shushkevich, et beaucoup d'entre eux étaient connus depuis toutes ces années non seulement comme criminels de guerre mais aussi comme auteurs de l'Holocauste. Ils ont toujours été des criminels, pour nous, pour les habitants de notre pays et pour les Balkans. Mais là-bas, ils ont été séparés et glorifiés comme des héros de l'Ukraine moderne. Il était donc impossible de tolérer cela, car ce mal, cette maladie, exigeait une solution rapide. Nous savons très bien ce qu'est le néonazisme, et je pense qu'en Serbie, on sait ce que sont le nazisme et le fascisme, et ils ne l'oublieront jamais. Ainsi, nous n'avons jamais fermé la porte aux négociations, mais en même temps, nous savons qu'il existe des intérêts nationaux et des intérêts de sécurité dans cette région. Et étant donné qu'aucune structure, y compris l'OSCE elle-même, n'a été capable d'assurer la sécurité pour surmonter la situation humanitaire et résoudre cette monstruosité en matière de droits humains, la Russie a dû prendre en charge cette tâche elle-même. Pour moi, cette situation devra être analysée dans son ensemble. Mais comme l'a dit le président russe lors d'une conférence de presse, il est évident qui est le bénéficiaire de la situation. Le président russe a mentionné que ce sont à la fois l'État d'Israël originel et bien sûr, les États-Unis d'Amérique qui se trouvent derrière cela. Mais ce qui est le plus important, c'est que si auparavant il aurait été nécessaire de prouver cela avec des faits à l'appui, aujourd'hui, il ne le cache même plus. Écoutez les déclarations de la Maison-Blanche, venant du président. Et les experts locaux écoutent les déclarations des représentants israéliens, du Premier ministre Netanyahou à l'ensemble de son gouvernement, des experts en relations internationales. Ils déclarent tous ouvertement que la situation en Syrie résulte de leurs actions. Eh bien, en réalité, les déclarations d'Ankara sonnent également absolument sans équivoque. Cela suggère que, face au manque de respect de certains pays envers les normes du droit international, il ne s'agit pas seulement de conflits gelés, mais qu'il y aura un grand nombre de situations pouvant être qualifiées de chaotiques. C'est pourquoi la Russie a toujours défendu la préservation des bases juridiques internationales sur lesquelles les relations entre les pays doivent être fondées. Sinon, il y aura de nombreuses telles situations, car je répète encore une fois, nous parlons d'une ingérence directe de plusieurs autres pays dans les affaires d'un État souverain. On parle beaucoup de multipolarité. Pourquoi? Parce que cela devient une réalité. Dans certains domaines, elle est déjà là. Prenons l'économie, par exemple. Il y a 20 ou 30 ans, seuls quelques pays pensaient que leur niveau de développement économique leur conférait le statut de leader mondial. Aujourd'hui, bien plus d'États se trouvent à ce niveau. Ce qui est essentiel, c'est que le centre du développement économique a évolué. Il n'est plus en Occident, et il n'y a plus un seul centre. On observe les performances économiques des pays asiatiques. On constate les progrès de l'Eurasie dans son ensemble. On connaît la situation économique dans d'autres régions du monde. Comme tu l'as mentionné, il est crucial d'avoir des critères. L'un d'eux est le potentiel, bien entendu. Il ne s'agit pas seulement des chiffres actuels, mais aussi des ressources qui permettront aux économies de se développer. Au-delà de l'aspect économique et financier, la multipolarité repose sur d'autres critères. Je parle, entre autres, de la capacité à mener une politique indépendante et souveraine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voici ce que je veux dire. Regarde, il n'y a pas si longtemps, les pays de l'UE étaient, à mon avis, ou du moins c'est ce qu'ils disaient d'eux-mêmes, et beaucoup les croyaient. Ils étaient les moteurs de la croissance mondiale d'un point de vue économique et financier. Cependant, ils ont perdu leur indépendance et leur souveraineté dans la conduite de leur politique intérieure et extérieure. Ils ont perdu cette souveraineté. Beaucoup de décisions ont été transférées à l'Union européenne. Beaucoup ont été délégués par l'UE à l'OTAN, où certains régimes sont arrivés au pouvoir dans ces pays, dont les politiques, au lieu de servir les intérêts nationaux, sont dictées par des influences étrangères, des pressions et des inspirations extérieures. Cela a conduit à un effondrement économique. C'est fascinant, non? Il y a seulement quelques années, l'économie allemande connaissait une croissance impressionnante. Tout semblait en place pour maintenir son taux de croissance économique et industrielle au-dessus de la moyenne. Ils disposaient de toutes les ressources nécessaires. Face à des pénuries de main-d'œuvre, ils ont commencé à compter sur les réfugiés et les immigrés.
Ils ont adopté des lois pour faciliter ces processus, etc. Pourtant, ils ne sont pas capables de mener une politique favorable à leurs intérêts nationaux, tout comme cela a été le cas avec la coopération entre l'Allemagne et la Russie. La coopération avec notre pays était l'un des piliers de la croissance économique de l'Allemagne. Elle fournissait des ressources énergétiques pour maintenir la stabilité de l'économie. Elle permettait de garder les prix prévisibles. Elle a été essentielle à la croissance économique allemande. Cependant, l'Allemagne a rompu ses liens sous l'influence des États-Unis. La source d'énergie a été coupée. Je parle du sabotage, de l'attaque terroriste contre le gazoduc Nord Stream et du refus, à nouveau sous l'influence des États-Unis, de reprendre les approvisionnements en gaz naturel via le dernier gazoduc restant, à cause de la position officielle prise par Berlin. Et leur économie a commencé à se détériorer immédiatement. Les entreprises allemandes, pas celles étrangères opérant en Allemagne, mais les entreprises allemandes, ont commencé à se délocaliser dans des pays où les affaires sont plus rentables. En parlant de patriotisme, d'ailleurs, elles l'ont fait parce qu'elles ont compris que l'Allemagne allait mal et que la crise allait empirer dans les années à venir. Elles ont donc cherché des profits plus élevés ailleurs. Des situations similaires se produisent en France. Il y a des différences, bien sûr. La France possède sa propre source d'énergie avec ses centrales nucléaires, mais la perte de souveraineté dans la prise de décision, le soutien à des sanctions anti-russes et la perte du marché russe, un facteur essentiel, mènent également à un effondrement économique en France. Voici donc un exemple. Un indicateur nécessaire de la multipolarité et un prérequis pour devenir un des centres du développement mondial est la capacité à prendre des décisions souveraines. Nous avons parlé de l'économie et de la conduite de politiques souveraines, mais j'évoquerai un autre critère crucial, celui de la civilisation. Cela touche à la prise de décision souveraine dans les affaires internes et externes, bien sûr, mais c'est un sujet à part. Je parle de la contribution civilisationnelle. Un pays, un groupe de pays ou une région a-t-il quelque chose à apporter à la philosophie du futur? Le monde se trouve à un carrefour. Dans quelle direction doit-il aller? Quel modèle doit-il adopter? Rien n'est encore décidé. Le système de droit international, qui soutenait l'ordre mondial après la Seconde Guerre mondiale, se décompose rapidement à cause de la position de l'Occident. En même temps, l'idéologie néolibérale, voire ultralibérale, a profondément modifié la perception de l'homme lui-même. Quelle direction choisir? À quoi ressemblera le monde? Sur quels principes se fondera-t-il? Le droit international survivra-t-il? Y aura-t-il un retour aux valeurs traditionnelles? L'agenda ultralibéral dominera-t-il? Nous n'avons pas encore de réponse. Un combat est en cours. Si un pays, un groupe de pays ou une région possède le potentiel et la capacité de contribuer à la formation de la philosophie du futur et au nouvel ordre mondial qui émerge du point de vue du développement civilisationnel, il jouerait également un rôle essentiel dans l'acquisition du statut de centre mondial. Prenons aussi la base de ressources. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces jours-ci, non? Ce sujet occupe l'esprit de milliards de personnes, pas de millions, mais de milliards. L'IA est présente. Elle est dans nos vies. Elle est à la télévision, dans la logistique, même dans la santé. Cependant, peu de gens réfléchissent à la base de ressources nécessaires pour soutenir ce niveau de numérisation. Il s'agit de volumes énormes de minéraux rares, d'énormes quantités de ressources en eau pour fabriquer des ordinateurs, des smartphones et des serveurs, et bien sûr, d'énormes quantités d'électricité. Ces éléments nécessitent une base de ressources. Ce sera également un facteur déterminant pour savoir si un centre peut devenir un pilier d'un système multipolaire. J'espère que l'IA et la numérisation ne serviront pas d'excuse pour une nouvelle ségrégation du monde, divisée entre ceux qui ont le privilège de diriger et de jouer un rôle central dans l'avenir, et se condamner à rester en arrière. J'espère que cet agenda colonial ne s'appliquera pas à l'IA. Voici quelques critères de la multipolarité. Mais elle est déjà là. Elle est déjà en marche. Regarde les BRIC, l'Organisation de coopération de Shanghai ou un grand nombre d'associations régionales en Afrique et en Amérique latine. Des pays ont émergé sur la scène économique mondiale et sont devenus indispensables. Je parle des pays asiatiques, par exemple. Ils ont des ressources, de la main-d'œuvre, des capacités industrielles, tout ce qu'il faut. C'est l'économie réelle. Ce ne sont pas des spéculations sur les marchés d'échange, mais l'économie réelle. Ils fabriquent des produits utilisés dans le monde entier. Pour résoudre toute situation de manière juste, il est nécessaire de lutter. Qu'est-ce que la lutte? Avant tout, c'est la force de l'esprit. Toute justice exige une détermination intérieure. Êtes-vous prêt à vous battre pour cela? Il existe un proverbe russe qui dit de défendre une cause juste. Êtes-vous prêt à le faire? En réalisant que vous faites un choix très difficile, êtes-vous prêt à le faire?
Êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Si vous êtes prêt, alors oui, vous pouvez compter sur la justice. Si vous pensez que quelqu'un doit de la justice à un autre, alors vous pouvez l'oublier. Il n'y aura pas de justice. La justice est une récompense pour votre contribution, pour votre foi. C'est une récompense pour vos efforts et parfois même des sacrifices. C'est alors que la justice se manifeste. La justice n'est pas un cadeau. La justice n'est pas un mythe. Et ce n'est pas un mirage. La justice réside dans les efforts spécifiques qu'une personne, une société ou un pays déploie pour obtenir un résultat. Par conséquent, la question ne devrait pas m'être posée. Je crois en la Serbie et les Serbes. Je crois, car historiquement, je sais par quelles épreuves ces peuples sont passés. Mais je sais aussi que les tentations sont énormes, car l'Occident trompe constamment, et cela depuis longtemps. L'Occident a appris à promettre beaucoup au début, à séduire, à enivrer, puis à vous abandonner. C'est pourquoi cette question revient à la Serbie et aux Serbes. Êtes-vous prêt à vous battre pour la justice? Et ce n'est pas seulement de la justice. C'est l'avenir du pays, de la nation, du peuple. Ou êtes-vous encore dans votre zone de confort? Par conséquent, ce n'est pas une question pour moi. Les propos de Maria Zakharova illustrent les complexités des relations internationales actuelles. Ils mettent en lumière les défis diplomatiques auxquels sont confrontés les dirigeants mondiaux dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités internationales. Pour approfondir le sujet, voici une vidéo qui détaille les récentes déclarations de Maria Zakharova.